Et si, aujourd'hui, la guerre ne servait plus à conquérir du territoire, mais à sauver la face d'un pouvoir menacé? Imaginez une offensive conçue non pour gagner, mais pour occuper la une des journaux, faire vibrer les réseaux sociaux et détourner les regards. C'est exactement ce qui s'est produit lors de la dernière incursion ukrainienne dans la région de Belgorod. Une attaque éclatante, suivie d'un revers cuisant. Avant l'aube, plusieurs centaines de soldats ukrainiens, soutenus par plusieurs dizaines de blindés, franchissent la frontière noyée dans la brume. Mais l'ombre appartient à la technologie russe. Des drones munis de caméras thermiques repèrent chaque mouvement, chaque moteur, chaque silhouette humaine. En quelques instants, ils frappent sans pitié, anéantissant la colonne avant qu'elle n'atteigne le moindre hameau. C'est la panique. Les survivants se dispersent, la mission tourne au fiasco total. Sur un plan militaire, cette opération n'a aucun sens. Elle est trop risquée, trop attendue pour espérer influer sur le front. Alors, pourquoi s'y lancer? Pourquoi exposer la vie de tant d'hommes pour une attaque vouée à l'échec, sinon pour créer un choc médiatique, pour faire diversion? Ce type de stratégie n'est pas inédit. On retrouve dans l'histoire de nombreux exemples où les dirigeants, confrontés à des crises internes, ordonnent des opérations spectaculaires pour détourner l'attention. Par exemple, pendant la guerre des Malouines en 1982, la junte argentine, ébranlée par une crise économique et des contestations populaires, a lancé une attaque contre les îles Falkland. L'objectif était de rallier la population derrière le drapeau et de masquer les difficultés internes. La manœuvre s'est soldée par une défaite, mais elle a révélé à quel point la guerre peut être instrumentalisée à des fins politiques et médiatiques. Au même moment, à Kiev, un scandale de corruption sans précédent éclate. Des milliards d'aides occidentales disparaissent dans des circuits opaques, la confiance des alliés chancelle, la population doute de ses dirigeants. L'offensive de Belgorod semble être la manœuvre désespérée d'un pouvoir qui, au bord du gouffre, cherche à se refaire une image, quitte à sacrifier ses soldats et la réputation du pays. Derrière cette opération ratée se cache une leçon. La guerre moderne, c'est aussi la guerre de l'information. Quand la politique vacille, la vérité devient la première victime. Mais ce n'est pas la première fois que le brouillard de la guerre masque d'autres vérités. Pour comprendre l'ampleur de cette manipulation, il faut revenir sur les coulisses de l'opération, mais aussi explorer les parallèles historiques et les conséquences à long terme. En quelques minutes, un raid vanté comme une prouesse héroïque vire au désastre militaire total. Cette situation rappelle l'opération Market Garden en 1944, où les Alliés, surestimant leurs capacités et sous-estimant la résistance allemande, ont lancé une opération aéroportée ambitieuse aux Pays-Bas. L'échec fut cuisant, avec des pertes considérables, et montra que l'illusion de la surprise ou de la supériorité technologique ne garantit jamais la victoire. Dans la nuit du 2 décembre, près de 300 soldats ukrainiens et une quarantaine de blindés avancent discrètement vers la frontière russe, profitant d'un brouillard épais qui enveloppe la région de Belgorod. Ils misent tout sur la météo, l'humidité, la pénombre, la brume. Ces conditions doivent de camoufler leur progression, leur offrir de précieuses minutes pour se rapprocher sans être repérés. Pourtant, la technologie moderne ne laisse aucune place au hasard. L'armée russe, dotée de drones de surveillance équipés de caméras thermiques dernier cri, couvre chaque mètre de la frontière. Le brouillard cache aux yeux humains, mais il ne trompe pas les machines. Ces drones, capables de détecter les signatures thermiques des moteurs et des corps humains, patrouillent sans relâche, de jour comme de nuit. L'approche ukrainienne est vite repérée. À environ 5 km de la frontière, les drones russes captent l'anomalie, identifiant la concentration de blindés, transmettent les coordonnées à l'état-major. À cet instant, la discrétion n'a plus de sens. L'alerte sonne côté russe, la riposte se prépare dans la foulée. L'ordre tombe, frappes immédiates. En quelques battements de cœur, une nuée de drones kamikazes, lancettes, suivis d'essaims de drones FPV, s'abat sur la colonne ukrainienne. Le chaos éclate avant même que la frontière ne soit franchie. Les blindés explosent, la panique gagne les rangs, les pertes humaines s'alourdissent brutalement. Négliger la puissance des technologies de surveillance et d'attaque modernes, c'est se condamner à l'échec. La guerre d'aujourd'hui ne laisse aucune place au fantasme de l'invisibilité. Désormais, chaque signature thermique, chaque regroupement humain devient une cible, même sous le couvert du brouillard. Pour illustrer la puissance de l'innovation militaire, pensons à la bataille de Koursk en 1943, où l'introduction massive de chars a bouleversé les équilibres. Aujourd'hui, ce sont les drones et l'intelligence artificielle qui changent la donne, rendant obsolètes de nombreuses tactiques traditionnelles.
Les responsables militaires qui refusent d'intégrer ces évolutions s'exposent à des désastres similaires à celui de Belgorod. Mais pourquoi lancer une opération aussi risquée, vouée à l'échec dès le départ? Quel enjeu, quel objectif pouvait justifier ce pari perdu d'avance? Pour comprendre ce choix, il faut regarder au-delà du champ de bataille. Tout commence quelques jours plus tôt, au cœur même de Kiev. Pourquoi envoyer des hommes à l'abattoir, gaspiller armes et véhicules pour une mission désespérée dès le départ? La réponse ne se lit pas dans les tranchées, mais dans les salons feutrés du pouvoir, là où chaque ordre est dicté par une urgence politique plus que par la stratégie. À cet instant, le front ukrainien s'écroule. Pokrovsk, Kupiansk, Volchansk, autant de villes englouties en quelques semaines, révélant des défenses brisées. Les soldats sont épuisés, désunis, coupés de renforts, assiégés par la défiance envers des chefs fantômes. Mais alors que la guerre consume espoir et hommes, un séisme frappe l'arrière. À Kiev, un scandale de corruption d'une ampleur inédite explose. Le président Volodymyr Zelensky, son chef de cabinet Andriy Yermak et le conseiller Mindych sont entraînés dans une tempête d'accusations. Des sommes colossales détournées, des documents irréfutables, des témoins qui surgissent chaque jour, la presse internationale s'emballe, les alliés occidentaux s'inquiètent, la pression devient suffocante. Pour l'entourage de Zelensky, une seule issue, détourner les regards. Il faut un choc, un événement assez fort pour balayer le scandale, ne serait-ce que momentanément. L'ordre tombe, lancer une incursion spectaculaire sur le sol russe, quel qu'en soit le prix, pour créer un événement militaire retentissant. Cette logique n'est plus militaire, mais purement politique et médiatique. À Kiev, on mise sur l'image. Une offensive audacieuse, même symbolique, fera la une et relèguera la corruption à l'arrière-plan. On espère que l'opinion sera fascinée, que l'émotion d'un coup d'éclat étouffera l'indignation. Prenons un exemple concret. Lors de la guerre du Vietnam, l'administration américaine a, à plusieurs reprises, orchestré des opérations médiatiques pour redorer son image, comme l'offensive du Tet en 1968, qui, bien qu'un échec militaire pour le Nord, a eu un impact psychologique majeur sur l'opinion américaine. Ces manipulations de la perception publique sont un outil redoutable, mais à double tranchant. Le coût, des vies sacrifiées, du matériel perdu, une crédibilité déjà chancelante, mais surtout le risque que l'opinion, ukrainienne comme occidentale, soit manipulée par ce rideau de fumée. Si la diversion réussit, la corruption prospère, les coupables restent en place et le pays s'enfonce plus encore. Mais si la manœuvre échoue, c'est la réputation de Kiev et le soutien international qui s'effondrent d'un coup. Le vrai prix ne se mesure pas seulement en chars détruits, mais en années d'avenir sacrifiées. À force de miser sur l'illusion et le spectacle, Kiev ne précipite-t-elle pas sa propre déroute? Dans la partie suivante, nous verrons comment cette spirale de mensonges et de calculs cyniques pourrait anéantir tout un système. L'incursion de Belgorod, loin de détourner l'attention, va révéler l'ampleur du désastre. Le rideau se lève sur une opération vouée à l'échec. Quand la propagande s'écroule et que la vérité surgit, qui assumera vraiment le coût de ces manipulations? L'incursion en région de Belgorod devait frapper les esprits. Pourtant, le choc fut brutal. Aucun territoire conquis, mais des pertes humaines et matérielles massives. Les soldats envoyés en première vague n'avaient aucune chance face à la supériorité technologique et à la précision des drones adverses. Les carcasses de blindés calcinés, filmées par satellite, témoignent d'un fiasco impossible à dissimuler. Mais la défaite militaire n'est qu'un début. Dans les rangs, la confiance vacille. Comment suivre des chefs prêts à sacrifier leur propre armée pour détourner l'attention d'un scandale à Kiev? Les désertions augmentent, la résistance à la mobilisation s'étend. Les familles, lassées des mensonges, refusent bon de voir leurs proches envoyés vers des combats perdus d'avance. Ce climat toxique atteint aussi les alliés occidentaux. Les gouvernements qui soutiennent l'Ukraine doutent désormais. Chaque revers, chaque révélation de corruption affaiblit la cause et la légitimité de Kiev. Les médias européens, autrefois fervents, reflètent aujourd'hui la lassitude des opinions publiques. Pourquoi continuer à envoyer des milliards quand l'argent disparaît ou que les soldats servent de pions politiques? La crédibilité nationale s'effondre à chaque nouvel échec. Diplomates, investisseurs, partenaires militaires, tous s'interrogent. Dans l'ombre, certains responsables occidentaux murmurent « Combien de temps faudra-t-il soutenir un régime dont la survie semble reposer davantage sur la communication que sur la réalité du terrain ?» Le prix de cet échec dépasse de loin les pertes immédiates. Il fracture l'unité nationale, ruine la réputation internationale et met en péril la survie même du régime. Plus grave encore, il ronge la cohésion sociale, plongeant la population dans le doute et la démoralisation.
Pour mieux comprendre l'effet domino, prenons l'exemple de l'Afghanistan après le retrait soviétique. La perte de confiance envers les élites a alimenté la fragmentation, la guerre civile, puis la montée des talibans. L'histoire regorge de cas où l'effondrement du moral et de la cohésion sociale après une manipulation politique a conduit à la chute de régimes entiers. Alors, que restera-t-il de ce désastre? Peut-on encore tirer une leçon pour éviter la chute totale, ou sommes-nous déjà au seuil de l'effondrement? Mais les conséquences de cette opération ne s'arrêtent pas là. Une nouvelle crise s'annonce, menaçant d'accélérer la décomposition du pouvoir. À quoi sert une guerre quand elle ne protège plus que les privilèges des puissants? Dans la région de Belgorod, les drones russes ont prouvé la domination de la technologie et de la surveillance anticipée. Grâce à des capteurs thermiques et une veille ininterrompue, aucune manœuvre, même masquée par le brouillard, n'a échappé à leur regard. Désormais, la victoire ne se joue plus sur le champ de bataille, mais dans la capacité à anticiper le moindre geste adverse. Face à cette transparence brutale, la stratégie ukrainienne a volé en éclats. Plutôt que de miser sur la force ou la ruse, Kiev s'est replié sur la communication. L'incursion sans véritable poids militaire n'avait qu'un but: détourner les regards d'un nouveau scandale de corruption frappant les élites du pays. La guerre s'est muée en théâtre où chaque revers alimente la défiance populaire. Ce glissement n'est pas sans conséquences. L'armée ukrainienne devient l'otage de luttes internes et de rivalités au sommet. Les soldats, censés défendre la nation, se retrouvent manipulés par une élite soucieuse avant tout de sauver son image, quitte à sacrifier des vies sur l'autel de la propagande. L'intérêt collectif s'efface, la confiance s'effondre. Quand la corruption infiltre le sommet, c'est toute la structure qui se fissure. Les fonds destinés au front disparaissent, l'équipement manque, la logistique s'enraye. Rapidement, la base se démoralise et l'effondrement menace, plus total et plus rapide qu'aucun drone ne saurait l'anticiper. À l'ouest, les Alliés commencent à perdre patience. Des milliards promis à la défense ukrainienne s'évanouissent dans des réseaux opaques. L'indulgence cède la place à l'agacement, puis au doute, avant de se transformer en défiance ouverte. L'aide devient conditionnelle et Kiev se retrouve isolé, précisément au moment où le pays aurait le plus besoin du soutien extérieur. Pour éviter de sombrer dans cette spirale, il existe quelques mesures concrètes. Premièrement, instaurer une transparence totale sur l'utilisation des fonds et des ressources militaires. Deuxièmement, instaurer des commissions d'enquête indépendantes pour chaque opération controversée. Troisièmement, renforcer la communication entre le pouvoir politique, les soldats sur le terrain et la société civile, afin d'éviter la rupture de confiance. Ignorer ces signaux, c'est répéter les mêmes erreurs funestes. L'histoire l'a prouvé. Chaque fois que l'intérêt privé prime sur la défense nationale, chaque fois que la communication supplante la stratégie, c'est la société entière qui paie le prix fort, en vies humaines comme en stabilité politique. La boucle se referme. Derrière les manœuvres militaires, un système apparaît au grand jour où technologie, politique et morale se percutent, révélant des failles béantes qu'aucune opération ne peut plus masquer. La désillusion grandit. Mais une question demeure: jusqu'où ce système peut-il tenir avant de s'effondrer pour de bon? Combien de vies faudra-t-il encore sacrifier? Combien de milliards engloutis avant que la vérité s'impose enfin face à la mise en scène? Ce n'est plus un simple échec militaire, c'est le coût humain et politique que nous assumons lorsque la guerre sert d'écran aux manipulations et à la corruption sans complexe. Chaque opération montée pour masquer un scandale devient une sinistre loterie. Soldats sacrifiés, confiance publique érodée, ressources dilapidées. Tout cela juste pour prolonger de quelques jours l'illusion d'un pouvoir prêt à s'effondrer. À force d'éviter les questions, de fermer les yeux, nous semons les germes de crises plus violentes encore. Oublier les leçons du passé, c'est ouvrir la porte à la prochaine tempête, sans défense. La vérité n'a ni drapeau ni maître, elle échappe à la propagande. Mais c'est à chacun de nous de la défendre, de refuser l'indifférence et la facilité du mensonge. Face aux récits officiels, restons vigilants, curieux, prêts à défier le brouillard de la communication. Notre lucidité demeure la dernière barrière contre la répétition de ces tragédies. Pour finir, souvenons-nous que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Les peuples qui se lèvent pour refuser la manipulation, qui exigent des comptes et réclament la vérité, finissent toujours par renverser les systèmes corrompus. L'exemple des révolutions de 1989 en Europe de l'Est, où la mobilisation populaire a abattu des régimes apparemment indéboulonnables, doit servir de guide. La vigilance, la transparence et le courage civique sont les seules armes efficaces contre le brouillard de la guerre et de la désinformation. Ainsi, refusons d'être de simples spectateurs.
Interrogeons, vérifions, partageons l'information, exigeons que chaque vie, chaque ressource, chaque espoir soit respecté et protégé. Ensemble, nous pouvons empêcher que l'histoire ne se répète et bâtir un avenir où ni la guerre ni la corruption ne dicteront la vérité.